Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, avec nos invités, on va battre le record du monde de la traversée de l'Europe en vélo et partir à la chasse aux Space Invaders qui se cachent un peu partout sur les murs de Grenoble et d'ailleurs. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Télé Grenoble. J'ai à mes côtés aujourd'hui Nathalie Bayon. Bonjour Nathalie. Bonjour. Spécialiste d'ultracyclisme qui a établi au printemps dernier le record du monde de la traversée de l'Europe en vélo. En face de vous, Grégory Berger et Julien Delvigo. Bonjour à tous les deux. Vous êtes les créateurs de l'agence Photonomade qui est basée en Oisans. Une agence photo mais vidéo également, puisque vous avez suivi en images le défi de Nathalie. Un film a été réalisé, il est projeté actuellement dans une tournée nationale qui passera bientôt à Grenoble. Et puis, dernier invité de ce plateau, Nicolas Keramidas. Bonjour. Voilà. Bonjour. Bienvenue. On va être un peu moins sportif avec vous. Ouais, désolé. Ouais. Quoique, vous êtes dessinateur, auteur de BD. Et la dernière, elle est là. Elle est sortie chez Casterman il y a quelques mois. Ça s'appelle Chasseur d'Invader ou comment des mosaïques ont changé ma vision du monde. Ça, c'est le sous-titre. C'est une BD qui retrace à la fois une quête ludique, passionné et peut-être aussi un peu spirituel. Spirituel, je sais pas. Peut-être pas jusque-là. Peut-être pas, j'irai pas jusque-là. Non, c'est... En fait, j'avais fait une première bande dessinée il y a quelques temps. J'étais venu d'ailleurs à l'émission qui s'appelait À cœur ouvert sur ma vie. Voilà, une première BD autobiographique. À côté de ça, j'ai fait effectivement une vingtaine d'albums plutôt de la fantaisie, ce genre de choses. Et j'avais envie de travailler de nouveau seul, et je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais trouver comme sujet. Je veux dire, après le cœur, ça allait être compliqué d'aller plus loin. Ah, vous n'alliez pas refaire, parce que c'était votre opération à cœur ouvert que vous racontiez dans cette BD. Je n'allais pas faire un tome 2 là-dessus. Et en fait, je me suis rendu compte que depuis quelques années, il y avait un sujet qui me passionnait particulièrement et dont je parlais à peu près 1 à 2 fois, voire 10 fois par jour, quoi. Et donc c'était effectivement ce street artist Invader et ces mosaïques, une quête qui a commencé il y a 6-7 ans maintenant. Et au final, je me suis dit que c'était un bon sujet parce qu'en fait, dernièrement, je trouve que quand on regarde un petit peu les différentes chaînes, les différents programmes, il y a pas mal de films, notamment, là on peut en parler, sur des passions en fait. Et finalement, même si on n'adhère pas à la passion, on rentre dans le truc. Je trouve qu'ils arrivent à rendre vraiment de plus en plus intéressant ce genre de choses. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en fait dans ce bouquin, c'est-à-dire que de parler évidemment aux passionnés d'Invader et de cette quête, mais aussi m'arranger pour que ça parle à tout le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens qui a priori à qui ça ne parle pas du tout, puissent être intéressés quand même, quoi. Ça fonctionne, parce que moi, je ne fais pas partie des passionnés. Je ne connaissais pas ni le personnage, ni le concept autour de ces œuvres, mais je suis rentré dans le bouquin, obligé parce que je vous recevais, mais je suis resté dedans parce que ça m'intéressait. Je découvrais un univers assez particulier. Alors, Invader, c'est le nom d'un street artiste. C'est son pseudo. Il le tire d'un célèbre jeu vidéo qui a fait fureur dans les années 80. Ça tombe bien, c'était ma génération. Je ne sais pas si ces images vont vous rappeler quelque chose, mais elles vont parler à beaucoup de plus de 40 ans. On était au début du jeu vidéo. C'était le nec plus ultra à l'époque. Ça a un petit peu évolué quand même. Ouais, c'est un peu moins basique, mais à l'époque, c'était vraiment le top de jouer à ce jeu Space Invader. Il fallait détruire des envahisseurs venus de l'espace. Ils sont en haut en blanc et puis nous on était en bas avec une petite mallette pour tirer au canon laser sur ces envahisseurs. Est-ce que vous avez joué à ce jeu? Ça me parle, ouais. J'ai connu ça. Oui, aussi. Nathalie? Je suis pas des années 80, mais j'ai déjà vu ça, oui. Bon, il a vécu longtemps, puis il reste d'actualité. Ce jeu, ça fait partie de l'histoire de la vidéo. C'est en tout cas ce graphisme, cet univers, on peut dire, qui a inspiré ce street artist, qui a repris son pseudo à partir du nom de ce jeu. C'est ça, en fait, il a
il serait mieux placé que moi pour en parler. Mais en fait, il a collé un jour une mosaïque parce qu'en fait, il s'est rendu compte que les pixels, ça avait la forme d'une mosaïque. À l'époque, on les voyait bien, les pixels, au début de l'informatique. Voilà, exactement. Et il a fait un Space Invader, en fait, et il a collé sur un mur. Et cette petite action un petit peu anodine, en fait, il s'est rendu compte qu'en posant un deuxième, il commençait quelque part à envahir l'espace. Et maintenant, il en est à 4189 à travers le monde. Il y en a un dans l'ISS, il y en a à Cancun au Mexique sous l'eau, il y en a à Potosi, il y en a après à Tokyo, il y en a partout, il y a New York, etc. Et tout. Ça a démarré donc à Paris, à la fin des années 90, le premier. Depuis, la capitale est remplie, on en voit quelques-uns, de ces petites mosaïques. Alors, les mosaïques sont différentes les unes des autres. Elles sont parfois même dans des lieux aussi symboliques que la Tour Eiffel. Lui, il reste mystérieux. Hein. On le voit là en photo, mais si on regarde bien, on n'arrive pas bien à discerner son visage. Oui, il est comme beaucoup de street artistes. Finalement, il préfère aussi l'anonymat et ça lui permet de faire son invasion un peu tranquillement, quoi, en fait. Vous le connaissez, vous, Nicolas? Ça, faut lire le livre, vous en saurez plus. Le livre finit sur la rencontre. Le livre termine sur la rencontre, voilà. Mais je ne dirai pas plus sur cette rencontre. Non, oui, ça a été... moi, j'ai communiqué avec lui pour faire ce livre, parce que comme je disais, j'avais envie que ça parle à ceux à qui ça plaît. J'avais envie que ça parle aussi à ceux que ça n'intéresse pas. Mais j'avais aussi, malgré tout, forcément l'envie que ça lui plaise aussi. Forcément, quand on fait un travail sur quelqu'un, le livre parle plus de moi et de mon rapport à ça, mais évidemment, il y a une mosaïque par page, donc forcément, fallait que ça lui parle. Et donc j'ai commencé à envoyer des pages. Au début, il réagissait un petit peu, je pense, peut-être prudemment, avec des retours... Pas vraiment de gros retours. Et puis petit à petit, il est rentré un peu dans le livre, je trouve. Et puis à la fin, il m'a même fait un PDF tout annoté avec des précisions, des choses un petit peu à changer par-ci par-là pour coller au mieux avec ce que lui, il connaissait forcément de son truc. Il a été jusqu'à me faire une préface, etc. Donc effectivement, à la fin, il y a eu un petit peu toute la cerise sur le gâteau de tout ça, quoi. J'arrivais à relier finalement cette passion et puis mon taf, quoi. Il les colle au hasard, ces mosaïques Ça, c'est très dur de savoir parce qu'en fait, c'est une question que je lui ai posée d'ailleurs. J'aimerais bien qu'il fasse un livre où il explique certaines mosaïques. La démarche. Mais en fait, je crois qu'il n'a pas spécialement... Alors, il y a quelques-unes qui sont assez évidentes. Oui, j'en ai une en photo. J'ai choisi celle-là pour montrer un peu le lien entre le lieu et la mosaïque. Celle-là, on comprend. Voilà, tout à fait. Mais c'est pas toujours le cas. Mais c'est pas toujours le cas. Et alors maintenant, de plus en plus... Mais en fait, je crois qu'il n'a pas envie d'expliquer, justement, pour rester aussi imprévisible. Pareil au niveau des lieux, c'est-à-dire que c'est ça qui rend le truc un peu excitant. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si la prochaine sera à Paris ou alors à Tombouctou ou peu importe où, quoi. Et oui, parce qu'il en a fait un peu partout dans le monde. Je crois qu'il y a plus de 80 villes aujourd'hui où... Invader a sévi, il envahit, hein, c'est ça, le terme. Là, on le voit sur une ville en Tunisie, à Djerba. Tout à fait. Ça, j'y suis pas allé. Bon, après, du coup, effectivement, sur le bouquin, c'est ce que j'ai. En fait, l'idée, elle est née parce que je me suis rendu compte que finalement, ça nous faisait faire pas mal de choses complètement atypiques. Donc, effectivement, de bouger, à Grenoble, à Paris, etc. D'accord, mais j'ai été à Ljubljana, par exemple, avec des gens que je connaissais pas. En fait, il y a une grosse communauté. On est à peu près 350 000 à jouer parce que le but, c'est de les prendre en photo. Ouais. Et en fait, il y a une application qui fait qu'on se fait une espèce de galerie virtuelle de ce qu'on a récupéré, en fait. Donc c'est une espèce de Pokémon Go, mais c'est arrivé avant Pokémon Go, ça a commencé quand même avant Pokémon Go. Donc voilà, et l'intérêt, je trouve, par rapport à Pokémon Go, c'est qu'il faut aller sur place pour prendre la photo. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit on doit y être, en fait. Et donc cette communauté, on s'est tous rapprochés, on est beaucoup à se connaître. Et en fait, des fois, il y a des road trips qui s'organisent comme ça un petit peu partout. Et donc, on part et on se retrouve à partager un hôtel avec quelqu'un qu'on connaissait pas il y a 2 heures avant ou des trucs comme ça. C'est assez étrange et en même temps, il y a cette passion commune en fait quand on va et de découvrir aussi une ville. C'est aussi une manière de faire du tourisme complètement différente parce que lui, en général, quand
quand il envahit une ville, il va quadriller cette ville avec une certaine logique. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que ça m'a fait aller dans des endroits... moi, j'ai habité 11 ans à Paris, je pensais connaître Paris. Et honnêtement, avec ça, j'ai découvert Paris. C'est-à-dire qu'en fait, on va à des endroits, des fois super, qu'on ne connaissait absolument pas. D'autres fois, ça peut être très sordide, quoi. C'est vrai qu'on se retrouve des fois aussi dans des situations à 2 h du matin sous un périphérique. Il y a vraiment des fois, on se demande ce qu'on fout là. Mais l'appel d'aller prendre une photo, de flasher est plus fort. Bon, comme tous les street artistes, hein, il n'y a pas forcément l'autorisation de faire ça. Donc, il y a une technique assez rodée, hein, collage, etc. Ça va très vite. Ouais, ça va très vite, ouais. La dernière fois, j'étais en dédicace à Paris et il se trouve qu'il y en avait un. Il en a mis un pas loin la veille, en fait, qui faisait plus de 2 mètres, de 2-3 mètres même. Et en fait, apparemment, ça a pris moins de 2 heures. Effectivement, il est arrivé. Ils sont une équipe. Et voilà. Donc, effectivement, c'est très, très rodé, quoi. Et après, il part en courant. Et après, il part en courant ou pas, etc. Ça, c'est pour éviter qu'on le reconnaisse. C'est ça. Surtout, c'est pas pour se faire attraper. Mais vous parliez de cette communauté, près de 350 000 fans qui donc font un peu le tour des villes pour se flasher, pour flasher. Ouais, c'est ça, flasher. Et alors, il y a une application dédiée à cette communauté avec la particularité que dès qu'une photo est prise n'importe où dans le monde, elle monte tout de suite sur cette application. C'est le live. Bah là, on le voit défiler, voilà. En temps réel, chaque seconde. En temps réel, en fait, en gros, toutes les 2-3 secondes, il y a une photo qui est prise dans le monde. Et alors, de jour comme de nuit, en fait, c'est assez impressionnant. En fait, on se rend compte que c'est aussi tout ça qui m'a amené à faire le bouquin, c'est que finalement, c'est hyper addictif. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait énormément de choses à raconter à la fois sur cette communauté, à la fois sur Invader lui-même, à la fois sur sa démarche, et puis à la fois sur les villes aussi. Et parce que... Voilà, pareil, la dernière fois, on a été à Rotterdam, et puis on a enchaîné avec Nordwick, où on a été dans la station spatiale, parce que là, il l'a fait avec l'accord, évidemment. Mais en fait, ça ouvre un large panel de choses, de décors, il y a un peu de tout. Alors après, effectivement, ça fait bouger un peu à droite à gauche, mais ouais. Après, ça, c'est autre chose. On vous voit là devant certaines de ces mosaïques. Vous en avez combien aujourd'hui? Puisque le but, c'est d'en avoir le maximum. J'ai dépassé les plus de 2000. Ouais, j'ai la moitié à peu près. Sachant que les 4000 ne sont pas faisables parce qu'il y en a qui n'existent plus. Au bout de temps, je crois qu'elles ont toutes été détruites. Elles ne reviendront pas. J'en ai 1200 à Paris. Ouais. Après, ce qu'on essaie de faire, c'est effectivement d'avoir... les villes complètes un peu à droite à gauche, voilà. Donc à Grenoble, il y en a 57, et évidemment j'ai les 57. Oui, surtout que ça a été une des premières villes envahies par Invader à la fin des années 90. Ouais, alors de ce que j'ai compris, mais c'est pareil, c'est assez marrant en fait. Il y a vraiment un travail de recherche qui a été effectué. On était tout un groupe à se renseigner. En fait, apparemment, il aurait été professeur, pas professeur, mais intervenant aux Beaux-Arts de Grenoble en 98, je crois. Et comme exercice, il a décidé d'envahir Grenoble avec les étudiants. Et donc, la moitié des mosaïques de Grenoble a été faite par lui et l'autre moitié par les étudiants, en fait. Après, avec le temps, elles ont toutes disparu, des murs entiers ont disparu, etc. Et donc, on s'est retrouvé avec, effectivement, avoir plus que 9 mosaïques sur les 57 pendant pas mal d'années. Et ensuite, il y a autre chose, mais tout ça est expliqué dans le bouquin. En fait, il y a les réactivateurs où, en fait, c'est des gens comme ça, c'en est pas une. Il y a des faux aussi. Il y a des faux. Ouais, c'est facile à imiter. Voilà. Et en fait, il y a des gens comme vous et moi, enfin surtout des passionnés, qui vont réactiver avec l'accord d'Invader. Refaire à l'identique. C'est refaire à l'identique, reposer au même endroit. Ce qui fait que lui, il aura mis les 4000 d'origine, mais en fait, quand elles sont détruites ou volées, il y a toujours moyen de le remettre. En fait. Non. Cette quête, vous la racontez dans votre bouquin, ça démarre d'ailleurs par Grenoble au début de l'histoire. Tout le monde n'est pas d'accord pour avoir un Invader sur cette aventure. Certains Grenoble, commerçants qui sont un peu récalcitrants au concept artistique. Bah oui, la dernière fois, notamment à Grenoble, je ne sais plus lequel c'était, là où il y en avait un qu'on sentait menacé, donc en tant que Grenoblois, j'ai été voir. Et effectivement, quand je suis arrivé, il y avait le commerçant qui était avec une spatule en train de l'enlever. Et alors, je dis, excusez-moi, qu'est-ce que vous faites et tout? Il me dit, on m'a collé ça et ça me plaît pas. Alors je lui dis, c'est quoi qui vous plaît pas? Alors il dit déjà, je trouve ça moche. Bon,
ça c'est après les goûts et les couleurs, il n'y a pas de Je souci. discute pas. Et puis après il dit, et surtout j'aurais aimé qu'on me demande mon avis. Alors il dit j'aurais dit non, mais au moins j'aurais eu le choix. Et le fait qu'on m'ait pas, voilà. Et je peux comprendre. Hein, là, là-dessus il y a aucun souci. Mais il y en a un autre. Il y a un autre cas à Grenoble. On l'a vu passer tout à l'heure. C'est celui qui est au-dessus à Place Grenette, au-dessus du marchand de chaussures là. Et lui donc il l'a enlevé pareil directement. Et des joueurs sont allés le voir et ont discuté avec lui et lui ont expliqué quand même qu'il y avait une portée artistique aussi dans tout ça, et finalement il a accepté de le remettre et de le protéger. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'à Paris, à une époque, ceux qui les collaient se faisaient arrêter, pouvaient se faire arrêter, et maintenant ils sont protégés en fait par la mairie de Paris la plupart du temps. C'est-à-dire qu'en fait maintenant tout le monde a pris conscience en fait que c'est aussi une œuvre d'art. Il a aussi Invader, et maintenant il a une renommée qui dépasse vraiment le plus basique du street art, quoi. Et du coup maintenant en fait c'est tendance à être protégé un peu partout en fait. Reste plus qu'à en mettre sur la devanture de Télé Grenoble maintenant. Ah bah s'il veut venir là, s'il veut venir nous envahir, nous on est ouvert à toutes les idées. En fait le truc c'est que maintenant tout le monde veut avoir une mosaïque. Avant il était obligé de le faire en nous, maintenant c'est tout le monde le réclame. Et puis maintenant qu'il a une BD dédiée à son œuvre, il va être encore plus demandé. Alors on reste pas qu'à Grenoble dans votre bouquin, on se balade un peu partout dans toutes les villes que vous avez fréquentées, hein, de Paris à la Slovénie en passant par Tokyo aussi. Vous avez fait une escale pour aller flasher. En fait j'étais invité en Calédonie et j'avais une escale à Tokyo et du coup j'ai contacté l'organisateur du festival qui m'a invité. Je lui ai dit est-ce que c'est possible de faire 2 jours d'escale et je repars après. Et du coup j'avais que 2 jours à Tokyo, j'avais jamais visité Tokyo et je me suis dit que c'était une bonne manière de le visiter. Et effectivement j'ai pris contact avec un mec qui habite là-bas et qui joue en fait, où on avait discuté par Instagram, et en fait il m'a fait faire la visite de Tokyo, de tous les Invaders de Tokyo. Mais du coup ça m'a vraiment montré un bon aperçu de la ville en 48 heures et voilà. À part que Tokyo il y en a beaucoup qui ont été détruits, donc du coup il reste pas énormément de choses à faire, mais pour lancer les réactivateurs sur Tokyo. C'est un peu plus tendu là-bas, ils rigolent moins. Il y en a un dont vous êtes le plus fier dans votre collection? Tokyo, parce que en fait justement dans mon premier bouquin à cœur ouvert, à un moment donné, pour la fin de ce bouquin, où j'espère m'en sortir forcément, et je commence à fantasmer sur ce que je pourrais faire après, donc retourner au ski, retourner faire ci, etc. Et je me dis, retourner chasser des Invaders, et notamment celui de Tokyo. Et c'était un fantasme, en fait, au moment où j'étais sur mon lit d'hôpital, et ça me permettait un peu de tenir. Voilà. Et donc, quand j'étais à Tokyo et que je me suis retrouvé réellement face à celui-ci, parce que je l'avais dessiné dans mon premier bouquin, c'était vraiment. Et en plus, c'est un mythique, c'est un Astro Boy, et depuis, il a été détruit. Et c'est un petit peu un Graal pour beaucoup de gens, quoi. Après, celui de l'ISS, c'était vraiment marrant aussi parce qu'il nous l'a un peu offert parce que c'était pendant la période de Covid où effectivement plus personne ne pouvait jouer. Et on sait qu'il y en a un qui se balade dans l'ISS au-dessus de notre tête. Et du coup, il a montré que si jamais, au moment où il passe à peu près au-dessus de Grenoble, on prend le ciel en photo, ça suffit. Et c'est ce qui se passe. Oui, il en a même mis un sous la mer. Sous la mer, à Cancun, au Mexique. Là, faut être plongeur pour aller le chercher. Exactement, mais celui-là, je ne l'ai pas. Et puis celui de l'ISS, c'est la photo suivante, effectivement, dans la station spatiale. Il sera unique aussi, celui-là, je pense. Ouais, mais dernièrement, Thomas Pesquet lui a dit que s'il remontait sur la Lune, il en poserait un pour lui sur la Lune. Bon. Voilà. Il y en a dans nos montagnes, dans les stations? Alors, il y en a à Valmorel, il y en a à Anzère aussi. En Suisse. Mais ça, c'est génial, parce que justement, c'est justement le genre de truc que j'aime bien. C'est-à-dire que je me suis retrouvé effectivement à aller passer un week-end à Valmorel ou à Anzère. Honnêtement, sans Invader, j'y serais jamais allé. Ou alors, voilà, moi, sinon, quand je vais faire du ski, je vais plutôt à côté de chez nous. Et en plus, c'est tombé, pour celui de Anzère, c'est tombé juste après le Covid. Donc, il y avait les remontées mécaniques qui ne marchaient pas encore. Donc, on a profité pour faire ça en vélo. Et le dernier tronçon, qui est une piste noire, on se l'est fait à pied. J'ai cru que j'allais claquer. Et je le raconte dans le bouquin. Mais en fait, je savais qu'il y en a un sur la cabane qui est en haut et un sur l'arrivée du télésiège en haut. Et donc, je me suis forcé à faire ce dernier tronçon pour aller les chercher, quoi. Mais en fait, j'aime bien parce que
parce que justement, on se retrouve un coup dans la neige, un coup au bord de la mer. L'invasion de Marseille, elle était hallucinante. Il en a mis 90 à Marseille, et quand on l'a fait, c'était. Mais là, pareil, on se retrouve dans les Calanques, c'est sublime. On est dans les quartiers nord 2 heures après. Voilà, non, mais en fait, c'est assez représentatif d'une ville, et c'est ce que j'aime bien en fait. Vous évoquiez les faux tout à l'heure sur certains murs de Grenoble. Comment on sait que c'est des faux? Parce que... Alors déjà, nous, on les reconnaît un petit peu parce que graphiquement, il y a quand même une tendance qui se dégage dans ce qu'il fait. Donc certaines fois, on voit que ça ne ressemble pas à ce qu'il pourrait faire. Et puis après, il y a l'application qui va te dire si c'est... qui vérifie si... En fait, le truc, c'est que dès le moment où il en met un nouveau, l'application, déjà, elle rentre, le compteur change, donc on sait qu'il y en a un nouveau, on sait qu'il est ou à Grenoble, ou alors à Paris, ou peu importe. Et ensuite, voilà, c'est ce qui permet de différencier les vrais défauts. Les vrais Invader ont une certaine valeur aujourd'hui sur le marché. Sa cote a monté. J'ai vu qu'une de ses œuvres, alors pas dans le même style, mais un petit peu quand même, a atteint plus de 400 000 euros aux enchères. C'est celle-là, la Joconde. Le Astro Boy, justement, dont on parlait, il était parti à 1,2 million. Après, il a une cote. Oui, il a une cote. Il l'a fait qu'avec des Rubik's Cube. Hein, ça, c'est que des Rubik's Cube, en fait. Ça, c'est que des Rubik's Cube, effectivement. Après, oui, il a une cote, mais après, comme il l'explique aussi lui-même, parce que du coup, les cotes impliquent que des gens essaient de voler les œuvres. Oui, 400 000 euros, ça peut tenter. Voilà. Mais en fait, comme il explique. En fait, une mosaïque sur un mur qu'on enlève, ça vaut plus rien. Elle vaut plus rien. En fait, il n'y a rien qui ressemble plus. Non, là, ce qu'ils vendent, c'est en fait des alias, donc des copies, mais par contre authentifiées, certifiées, etc. Et tout. C'est un peu plus compliqué que ça. Bon, en tout cas, voilà, c'est une quête qui est racontée dans ce 300 pages, quand même. Ouais. En fait, au début, j'étais parti sur moins de pages. Et il y avait moins cet aspect carnet de croquis, carnet de voyage. Et en fait, j'ai tout fait directement dans des carnets. Et quand mon éditeur a vu les carnets, il a dit non mais en fait faut garder cet aspect brut de décoffrage. Par contre du coup libre à toi de faire plus, et du coup je suis parti sur 320 pages. Et là j'ai commencé à écrire pas une suite, mais en fait comme j'attaquais là j'ai fait pendant 3 mois des dédicaces un petit peu partout, et notamment j'en ai profité pour faire des villes où il y en avait où j'avais pas été. Tant qu'à faire, autant lier l'utile à l'agréable. Exactement. C'est du travail. Et du coup, là, j'ai fait pour l'instant 35 pages de ce qui pourrait être une suite, en tout cas. Mais j'avais besoin de le raconter. En fait, c'est assez marrant, parce que là, pareil, je suis passé par Montauban, et à Montauban, il y en a 10 uniquement, mais ils sont que noir et blanc. Alors pourquoi ils sont noir et blanc? Moi-même, je ne sais pas, mais du coup, ça m'a donné l'idée. J'ai fait tout un chapitre uniquement en noir et blanc. En fait, voilà. En fait, c'est les villes et les mosaïques et l'importance de l'invasion qui va conditionner un petit peu les chapitres du bouquin, en fait. Bon, voilà, là, c'est la planche qu'on consacre. Alors ça, c'est vrai, je fais... Franck Margerin, à Lucien. Franck Margerin, c'est surtout que là, ce que j'ai bien aimé dans ces pages-là, c'est que Franck Margerin, c'est réellement lui qui a dessiné son Lucien dans mon bouquin, en fait. Donc, en fait, on se connaît bien, c'est un très bon ami. Et il se trouve que Invader a fait un immense Lucien. Et du coup, moi, je vais interviewer Lucien, en fait, un petit peu comme on le fait là. Et du coup, j'ai demandé à Margerin de dessiner lui-même les réponses et de se dessiner lui-même, en fait. Donc voilà. Après, c'est tout moi qui ai mis en couleur pour avoir une unité quand même. Voilà. Mais c'est vraiment Franck qui a pris le temps de faire ça dans le bouquin, et je le remercie encore. Eh ben, ça fait plaisir pour ceux qui sont fans de retrouver Lucien, personnage culte de la BD, pareil, des années 90, dans ce livre Chasseur. Un petit peu avant même. Hein. Ouais, même avant, oui, 80, j'essaye de me rajeunir un petit peu, mais quand on passe à un certain âge, c'est ça. Ça laisse le temps quand même de travailler sur d'autres projets, cette chasse aux invaders un petit peu partout en Europe. Oui, de toute façon, une fois qu'un bouquin est terminé, il y a toujours la grosse session de dédicace. En plus, moi, j'aime bien ça, et... voilà, c'est pas une obligation, mais c'est vrai que ça me plaît. Mais effectivement, après, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, mais qui est assez productif quand je suis là. Et voilà, donc effectivement, j'ai profité des voyages là pour écrire un peu la suite de ce que peut être Invader. Mais sinon, je suis aussi sur 2 autres bouquins en préparation. Un Picsou avec Jules aux éditions Glénat dans la collection Disney. Vous aviez fait Mickey. Moi, j'avais fait Mickey et Donald, voilà, qu'on voit là avec Lewis Trondheim. Et du coup là c'est avec Jules cette fois-ci. Et puis j'ai signé chez Casterman, j'ai rencontré toute une équipe, et on a signé pour un autre projet qui est l'adaptation d'un roman qui s'appelle Mamie Luger de Benoît Philippon.
Et en fait, c'est un roman que j'ai lu, et quand je l'ai lu, j'ai contacté l'auteur immédiatement. Ça m'arrive jamais. Ça peut se transformer en BD. En fait, c'est très visuel comme BD. C'est une influence un petit peu San Antonio avec des dialogues à la Audiard. Et en fait, quand tu le lis, tu vois les images tout de suite. Et donc, je l'ai contacté pour adapter ça. Donc, ça va être un gros challenge parce que j'ai jamais adapté un bouquin. Et là, on a signé pour 3 albums de 80 pages. Donc, en plus, faut le diviser en 3, rendre les 3 albums intéressants. Donc, mais j'aime bien le challenge. Vous avez déjà fait le casting en plus. J'ai déjà fait le casting, effectivement, ouais, tout à fait. Ouais, il est là. Ah là, ouais, c'est ça. Ouais. Et encore, il n'est pas fini parce que alors il y a une galerie de personnages qui est complètement hallucinante. Et donc là, je suis dans mes lectures, relectures, relectures, prises de notes. Je ne sais pas si c'est la bonne manière d'adapter un roman, mais en tout cas, c'est comme ça que je le fais pour l'instant. Je ne pourrais pas vous donner de conseils, Nicolas. Je n'ai jamais fait non plus. Je dessine moins bien que vous, donc je vous laisse votre initiative. En tout cas, merci d'avoir fait de m'avoir fait découvrir par l'intermédiaire de ce livre cet univers des chasseurs, des invaders. Je suis avec l'appli maintenant. Oui, je suis un peu déçu parce que moi, je suis allé au lac de Bled en Slovénie cet été, mais je n'avais pas encore lu le livre, donc je ne savais pas que j'aurais pu. C'est génial là-bas. Justement, ça c'était. C'est très joli, mais j'ai pas vu les invaders parce que je les ai pas cherchés. Non, ils étaient à Ljubljana. Ils étaient à Ljubljana. Bon, alors, et on avait profité pour aller à Bled. J'y suis passé aussi à Ljubljana, mais j'ai pas fait attention. Je sais pas si Nathalie a fait attention dans sa traversée de l'Europe en vélo à trouver des invaders à droite à gauche, non? J'ai pas vraiment eu le temps, non. C'est vrai qu'on pourrait le faire. Ça pourrait être un concept, un record sportif en même temps que la quête des invaders. Alors on va passer maintenant justement à ce record assez insolite, made in Isère finalement. Allez, Nathalie Bayon qui est installée dans l'agglomération grenobloise, spécialiste de l'ultracyclisme, qui est accompagnée donc aujourd'hui de Grégory et de Julien, Grégory Berger et Julien Del Volpo, 2 photographes vidéastes qui ont suivi Nathalie tout au long de ce record du monde d'ultracyclisme. On a bien défini ce que c'était que la chasse aux invaders. Petite définition de l'ultracyclisme, ça consiste en quoi ? Du coup, c'est des courses de vélo sur plusieurs jours en non-stop. Donc, il faut vraiment tout gérer, le sommeil, l'alimentation. Enfin, en général, moi, les courses que je fais, c'est sans assistance. Après, il y en a avec assistance. Mais voilà, du coup, c'est vraiment essayer d'optimiser le temps au maximum parce que il y a pas de... C'est pas comme un Tour de France où il y a des étapes. Il y a des étapes, vraiment... on s'arrête, on repart tous ensemble. Là, il faut vraiment optimiser le temps et essayer de s'arrêter le moins possible et rouler tout le temps. Il y a d'ailleurs un Tour de France, mais d'ultracyclisme, qui existe chaque année. La Race Across France, oui. 2600 km d'une traite finalement. C'est ça, voilà. Mais c'est pas le même parcours que Tour de France, mais oui, l'idée c'est à peu près ça, quoi. Mais comment on fait 2600 km sans s'arrêter? On est bien obligé à un moment donné de... On peut s'arrêter, mais ceux qui cherchent les classements vont s'arrêter le moins possible. On va optimiser vraiment le sommeil, essayer de dormir suffisamment pour être lucide, mais quand même le moins possible pour pas perdre de temps. Voilà, après certains, l'objectif c'est de terminer la distance. Il y a un certain... Enfin, il y a des barrières horaires, donc pour certains, ça va être juste de terminer dans ces barrières horaires, et là, ils peuvent dormir un peu plus. Mais il n'y a pas d'interdiction de s'arrêter. C'est seulement quand on cherche la performance comme moi, il faut essayer d'optimiser au maximum ce temps-là et ne pas trop s'arrêter. Sur 2600 km, parce que vous l'avez fait, cette compétition, vous dormez combien de temps? Combien de temps ça prend déjà pour faire une distance aussi longue? Alors, à l'époque, c'était ma première course. Je crois que j'avais mis 8 jours. Maintenant, les meilleurs mettent 5-6 jours, je crois. Donc après, ça dépend des stratégies. Sur du plus long, sur des courses de 1000 km, je vais les faire en moins de 3 jours. Là, je vais faire peut-être une sieste de 20 minutes. Mais sur du plus long, comme ça, il faut dormir un peu plus. Donc ça va être des nuits de 3-4 heures pour ceux qui avancent le plus vite. Il me semble que les ultracyclistes ne connaissent pas le principe d'une journée de 24 heures, en fait. Ouais. Pour eux, ils roulent et... Il n'y a pas de journée. Non, voilà, c'est ça. Tant que les forces sont là, on pédale. Bon, c'est assez particulier comme discipline. Vous faites combien de kilomètres chaque année? Vous calculez un peu le... Oui, je suis autour entre 25. Là, cette année, c'était ma plus grosse distance. Je suis à 28 000, mais c'est vrai que faire 6300 km en 18 jours, ça aide à... ça fait tout de suite augmenter
le compteur. Après, tu peux prendre des vacances. Voilà. Julien, Grégory, vous avez rencontré comment Nathalie? Vous aussi, vous êtes dans l'ultracyclisme Alors nous, on pratique un peu le vélo, enfin Julien aussi. Nous, on a rencontré Nathalie à l'époque en 2020, pendant le Covid. On a fait un reportage sur un athlète de trail qui fait de l'ultra-trail, Stéphane Brognard. Et il avait organisé un Tour de France qui s'appelait Galia 480, donc on avait un reportage photo sur lui. Et Nathalie est allée rouler avec lui quand il est passé vers Grenoble. Donc elle a roulé 2-3 jours avec lui, et c'est à cette occasion qu'on a rencontré Nathalie. Et là, vous vous êtes dit, il y a un truc quand même, une jeune femme qui pratique une discipline quand même assez extrême. On la connaissait déjà sur par les réseaux, en fait. Et Nathalie nous a recontactés en 2023. Ouais, j'avais un projet de documenter un peu ma traversée. Donc on en avait discuté et puis on est parti sur un film là-dessus. Alors traversée de l'Europe, vous êtes parti tout en bas au sud, là on va faire un peu de géographie, Tarifa, en Espagne, pour aller au Cap Nord, plus au nord de la Norvège. Ça fait plus de 6000 km le parcours. Oui, c'est ça, c'était 6300 km. C'est un parcours officiel ou comment on fait pour rejoindre ces 2 points? On choisit un peu son itinéraire? Oui, alors il y a juste les 2 points qui sont imposés. Après, il y a quelques règles. Par exemple, pas le droit de prendre de ferry. C'est pour ça que j'ai été obligée de passer par la Russie. Mais ensuite, l'itinéraire est libre sur tout le reste du parcours. D'accord, c'est à vous de définir par quelle route vous allez passer pour faire toute cette traversée. C'est ça, il y a juste certaines règles à respecter. Par exemple, on n'a pas le droit d'aller sur les routes qui sont interdites aux cyclistes, donc typiquement les autoroutes, ce genre de choses, évidemment. Mais sinon, le parcours est libre. Oui. Alors, on vous voit sous le soleil en Espagne, c'était au moment du départ. Vous aviez choisi le printemps pour tenter ce record? Oui, j'étais partie le 18 mai, qui est une date un peu symbolique. C'était le jour de mon anniversaire. Voilà, et puis parce que aussi c'était les bonnes conditions météo pour à la fois l'Espagne où ça serait pas trop chaud et la Norvège où j'espérais que ça serait pas trop froid, mais ça s'est passé un peu différemment. Ah bah sinon c'est pas marrant, hein. Si ça se passe exactement comme on l'a prévu, c'est pas une aventure. Vous avez suivi Nathalie du début à la fin, Julien, comment ça s'est passé? Oui, on est parti, on l'a rejoint à Tarifa et puis on avait un partenaire qui nous a prêté un van pour l'ensemble du road trip. Rider Van, et du coup on l'a suivi jusqu'au Cap Nord. Donc en gros elle avait une balise qui permettait de savoir où elle était en permanence avec un écart de 5 minutes à peu près, et donc ça nous permettait de savoir où elle était, et puis on avançait avec elle au fur et à mesure, et on essayait de faire tout au long du truc des scènes à la fois d'illustration et de Nathalie pour le film. Parce que la différence, par exemple, on évoquait tout à l'heure le Tour de France ou les courses cyclistes classiques, c'est que ça se déroule, ces courses-là, sur des routes fermées à la circulation, sécurisées, etc. Alors que là, vous êtes livré à vous-même, hein, sur des routes où peuvent passer notamment des camions. Je crois que ça, c'était en Lettonie, où c'était assez dangereux, vu les images. Oui, c'est ça. Oui, les routes sont ouvertes. Là, en particulier pour celui-ci, vu que c'est un record, on le fait vraiment n'importe quand. Il n'y a pas de date fixe, on peut le faire à n'importe quelle époque de l'année. Mais même sur des courses, on imagine bien que sur le Race Across France, on ne peut pas fermer des routes sur aussi long, sachant qu'il y a des écarts de plusieurs jours entre les participants. L'assistance, elle est possible? Grégory et Julien qui étaient dans le van, ils pouvaient vous donner un coup de main? Comment ça se passe? Oui, pour le record, là, il n'y a pas de distinction avec ou sans assistance. Moi, mon objectif à la base, c'était plutôt de le faire sans assistance, mais ils m'ont quand même donné un coup de main de temps en temps. Voilà, quand j'avais trop d'affaires, ils m'ont pris mon sac de couchage parfois quand j'en avais pas besoin, des choses comme ça. Oui, on avait en gros un plus gros sac avec une pompe à pied, des choses comme ça. Elle était autonome sur le vélo. Si on n'était pas là, elle pouvait se gérer. Mais voilà, on pouvait apporter une petite assistance de temps en temps, et notamment une fois où on l'a retrouvée au bord de la route, où elle était absolument frigorifiée, à la limite, c'était en Norvège, ou Finlande, je ne me rappelle plus, à la limite de l'hypothermie, tu avais les joues un peu bleues et tout, et vraiment mal en point. Et là, on s'est dit, quand même, il faut faire quelque chose, et du coup, on lui a proposé de se réchauffer un petit peu dans le van. On a mis le chauffage à fond. Et... Ah, vous avez été bien sympa avec Nathalie. 3 semales pratiquement, la nourriture aussi. Vous ne pouvez pas emporter 3 semaines de nourriture sur le vélo? Non, mais c'est comme en course. En fait, on a le droit, alors on n'a pas le droit à l'assistance, mais on a le droit à tout ce qui est disponible commercialement. Je veux dire sur les courses. Et du coup, là... je peux acheter dans les supermarchés. Voilà, en Europe, ça se trouve assez facilement, donc il n'y avait pas forcément de gros soucis là-dessus.
Et comme je disais, comme sur ce record, il n'y avait pas de distinction avec sans assistance, j'ai aussi eu l'aide un petit peu de personnes qui me suivaient. J'avais aussi mis mon tracker en ligne. Et donc, il y a des personnes qui sont venues me rejoindre, qui m'ont offert à manger. Là, vous êtes dans un magasin de chaussures en Suisse, c'est ça? C'est improbable pour manger. J'ai été invitée par ce monsieur qui est un passionné. Et donc, ouais, c'est ça, il m'a offert le repas, il m'a accompagné sur quelques kilomètres. Voilà, très sympa. Il nous a offert une tablette de chocolat géante. Bon, je ne sais pas si c'est conseillé pour ce genre de record, le chocolat, mais bon, ça fait toujours plaisir. Pour Nathalie, le chocolat, c'est tout le temps. C'est vital. Vous cramez combien de calories sur des défis comme ça? C'est dur de calculer. Je dirais au moins 6000 par jour, voire plus. Ouais. Mais ouais, je sais pas, j'ai pas tellement compté. J'essaye de manger souvent et régulièrement pour pas me retrouver en hypo. Voilà. Je me rappelle que Nathalie, elle était hyper concentrée, mais des fois sur les réseaux sociaux, il y en avait notamment un qui maîtrisait mieux les chiffres que toi et qui disait là, t'as roulé il faut tant manger de distance. Tel truc. Il était hyper précis et il dit là, si tu roules à telle allure, tu devrais être à tel endroit dans tant de temps et tout. Et il commentait ça sur les réseaux sociaux. Et ouais, c'était marrant. Vous évoquiez la Russie tout à l'heure. Vous avez traversé combien de pays, combien de frontières au total? 12 pays. 12 pays. Ouais. Avec à chaque fois les douaniers qui vous encourageaient ou comment ça se passait? Alors la plupart du temps, je les ai pas vus, vu que maintenant les frontières sont ouvertes en Europe. En Russie, je suis pas sûr que ce soit si ouvert que ça. Hein. En Russie, le passage pour rentrer s'est plutôt bien passé. Ensuite, il y a eu quelques barrières militaires où ça a pris un peu de temps, mais ils étaient très sympas. Voilà, je me suis dit peut-être que s'ils voient que je suis française, il y aura peut-être un peu d'animosité, vu qu'on soutient plutôt l'Ukraine. Mais non, ils étaient très, très sympas. Il y en a même un qui a voulu me prendre en photo. Et après, ce qui a été un peu plus compliqué, c'était la sortie de la Russie, où là, ils m'ont posé énormément de questions pour savoir si je n'étais pas une espionne. Ils ont regardé mon téléphone, ils ont regardé mes affaires. Voilà, là, ça a pris pas mal de temps. Voilà, que j'aurais dit que j'étais partie de Tarifa il y a 2 semaines, ça les a pas choqués que je fasse autant de distance en 2 semaines, mais par contre, que je veuille... Ah oui, c'était ça la question, c'était pourquoi vous avez pris votre hôtel en Finlande alors que c'est beaucoup plus cher qu'en Russie? Et je leur ai dit, les cartes bleues, elles fonctionnent plus en Russie, j'ai pas pris de rouble, et donc voilà, j'ai pris mon hôtel là, mais ils avaient du mal à comprendre pourquoi. Grégory et Julien évoquaient tout à l'heure les conditions météo. Effectivement, là, on le voit sur ces images, dans les pays nordiques, même au printemps, il peut faire très froid. Oui, ouais, ça a été très dur. Et puis je pense qu'en plus, avec la fatigue, on ressent aussi plus le froid. Et oui, d'être toute la journée dehors, c'est vrai qu'on ne peut pas forcément se réchauffer. Voilà, j'ai quand même dormi à l'hôtel, j'ai pris une douche. Mais voilà, quand on passe la journée dehors, ouais, ça devient dur au bout d'un moment. Elle n'a jamais flanché, Nathalie? Vous laissez le vélo et prendre le volant dans le van? Non, ouais, on n'a jamais vu flancher. C'est ce qui est impressionnant chez Nathalie. D'ailleurs, c'est le mental... qui fait que voilà, elle arrête jamais. Et surtout là dans cette scène là où on voit, nous on était posés sur un peu en hauteur pour l'attendre et on a attendu un petit moment et la neige tombait bien et il faisait un ressenti, je me rappelle plus, mais on avait vraiment froid autour des 0 quoi, il neigeait. Et elle est arrivée vaillante. Oui, on s'est dit elle va être épuisée, c'est pas possible. Et puis en fait non, elle dit. Ah ben c'est ça les championnes. C'est ça. C'est que elles sont hors normes en général. Pour donner envie à Nicolas, parce que je sens que ça le tente l'ultracyclisme. Regardez l'état des pieds de Nathalie en cours d'étape, ça donne envie. Hein. Ah, pas mal. Combien d'heures de vélo par jour, Nathalie, vous avez calculé? Je pense entre 15 et 20, ça dépendait des jours, mais ouais, une 20aine d'heures par jour. Oui, donc quand vous prenez l'hôtel, c'est juste pour passer, quoi. Voilà, c'était pour prendre une douche rapide, dormir quelques heures et puis repartir. Ouais. D'ailleurs, il fallait trouver des hôtels, il me semble, qui acceptaient de rester... de monter le vélo, il y avait toute une organisation. Ouais, c'était un peu compliqué parce que voilà, comme je savais pas trop quelle distance j'allais faire, c'est la première fois que je partais sur un défi aussi long, donc je savais pas exactement quelle distance j'arriverais réellement à faire. Et donc j'ai pas voulu réserver en avance. Et donc c'est ça, j'ai eu un Airbnb qui était très sympa, qui m'a ouvert à 3h du matin quand j'arrivais. J'ai trouvé des hôtels qui étaient ouverts 24h sur 24, mais d'autres fois c'était un peu plus compliqué. Donc là je dormais dehors. C'est vrai qu'au bout d'un moment, voilà, des fois j'étais obligée de m'arrêter plus tôt que prévu parce que je trouvais pas forcément d'hôtel après. Donc après j'ai décidé de plutôt dormir un peu plus dans les fossés. Ce qui vous empêche pas de dormir, on vous entend même ronfler sur ces images. C'est la meilleure scène du film.
Donc voilà, comme les marins, c'est la micro-sieste avant de repartir C'est ça. pour prendre la barre. Je crois qu'on est en Finlande, la fin du parcours. Là-bas, en plus, à cette époque-là, il doit faire jour et nuit sans qu'on sente vraiment C'est le ça, il changement. faisait jour 24 heures sur 24, donc ça c'était c'est plutôt pratique. sympa voilà, pour rouler non-stop. Parce que c'est vrai qu'avec la baisse de la luminosité, on sent aussi plus la fatigue s'installer. Et là, on voit même pas qu'on arrive sur une nouvelle journée. Et oui, la Finlande et donc la Norvège avec le fameux Cap Nord qui marque la fin des hostilités. Après, il faut continuer avec d'autres moyens. Vous aviez un petit comité d'accueil pour vous attendre quand même là-bas. Oui, j'avais quelqu'un qui me suivait sur les réseaux qui a du coup appelé tous ses amis pour me faire un petit comité. Et puis on avait aussi contacté la maire de Cap Nord. Donc il y a son adjoint qui était disponible, qui est venu aussi, qui avait averti les journaux. Donc voilà, j'ai eu droit à un accueil sympathique. 6300 km, 38 500 mètres de dénivelé, 18 jours et 15 heures pour réussir donc ce record, établir ce record du monde. Femme, vous auriez presque pu battre le record homme, il n'était pas très loin, à 2 jours près, quoi. Oui, à la base, l'idée c'était ça, parce qu'il n'y avait pas de record féminin, et donc pour me stimuler, je voulais battre le record homme en sachant que ça serait difficile, parce que je n'avais pas l'expérience sur quelque chose comme ça, mais voilà, après, je suis très contente aussi d'avoir déjà établi un record féminin. Et ouais, voilà, ça permet après de s'améliorer encore. Record et film, puisque il a la chance, elle est allée au bout de son périple, sinon ça cachait un peu le scénario. Le film s'appelle Sur la route de l'audace. Ouais, la route de l'audace. La route de l'audace. C'est ça. En fait, nous, toute la complexité de ce film, on n'avait pas énormément de temps pour le préparer, mais on ne savait pas... parce qu'en fait, ça reste une cycliste qui fait la même chose en fait, tout au long d'une journée. Et ça, il fallait nous essayer de réfléchir comment on va vouloir raconter ça. Bien sûr qu'il y aura des imprévus, il risque d'y avoir des choses qu'on n'a pas prévues, tout ça. Mais il fallait trouver le scénario, quelque chose qui tienne l'attention. Et ça a été, mine de rien, le plus difficile. Et oui, on avait même pour projet, avant que Nathalie nous appelle, on avait pour projet de faire des films sur un concept un peu une trace, une histoire. Et une trace dans le jargon sportif, que ce soit en trail, en vélo, voilà, c'est des parcours. Et du coup, quand Nathalie nous avait appelé, on avait dit, on pourrait essayer de le mêler comme ça, raconter un peu sa vie tout au long de sa trace, en fait. Donc ça a été un peu le parcours qu'on a voulu retracer, quoi. Et c'est pour ça qu'on alterne dans le film la partie studio où on s'intéresse un peu plus à la personne et la partie terrain. Avec les micro-siestes au milieu de la nature. Un film qui fait partie actuellement d'une tournée, d'un festival sur le cyclisme qui tourne dans les grandes salles de cinéma un peu partout en France. Cycliste Film Festival. Passage à Grenoble, forcément, à la maison, le 2 février. Le 2 février. Et d'ailleurs, c'est complet depuis un bon moment, je crois. Ils disent que c'est la ville où il y a le plus de... chaque année, où il y a le plus de public. Ah, puis il y a tous les fans de Nathalie qui vont venir la voir à domicile. Si c'est complet le 2 février, Télé Grenoble proposera également la diffusion de ce film. Ce sera lundi 19 février à 21h15. Voilà, si vous avez envie de découvrir cette aventure hors du commun. On en a parlé là, mais il s'est passé beaucoup de choses sur ces 6300 kilomètres. Bravo en tout cas à tous les 4. Nicolas, peut-être que ça peut donner des envies d'aller se lancer. Non, mais moi je trouve ça déjà, complètement fou, effectivement, parce que j'aurais quand même du mal à le concevoir, mais j'aime bien en fait. Voilà, c'est l'idée effectivement de la passion de toute façon, et puis là il y a le dépassement de soi aussi, mais c'est le challenge, et puis j'aime bien l'idée d'en faire un film, et encore une fois c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement qu'on pratique ou qu'on pratique pas, l'idée c'est d'arriver à rendre le tout intéressant, et ça j'aime beaucoup en fait. Chasseur d'Invader chez Casterman, et puis on lance un appel pour finir cette émission à Invader l'artiste d'aller au Cap Nord mettre une petite mosaïque. Moi je suis allé sur le trajet, j'étais à Halmstad. Bon, vous n'étiez pas très loin. Il faudra y retourner s'il la met là-bas. Merci à tous. On se retrouve nous très vite pour d'autres aventures. Merci. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.